Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. C'est le deuxième live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir les enregistrements numéro 21 aux enregistrements numéro 45. Puisque, je le rappelle, le format de cette œuvre est une sorte de journal de bord enregistré, en quelque sorte. Si vous voulez avoir plus d'infos sur quand est-ce que je vais lire tel enregistrement et ainsi de suite, n'hésitez pas sur la rediffusion sur YouTube à regarder dans la description de la vidéo, où vous trouverez des timecodes vous permettant de passer l'introduction et la pause que je vais faire dans ma lecture de ce soir, comme d'habitude. Sachant qu'en plus là dans l'intro, j'ai envie de vous parler d'un petit truc. 3 fois rien, mais ça risque de prendre un peu de temps, donc voilà. On va pas entrer tout de suite dans la lecture de Columbus. On risque de commencer d'ici 10 à 15 minutes. Et c'est aussi pour moi l'occasion de laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver tout simplement à temps. Le temps que la petite notification Twitch leur parvienne et qu'ils aient le temps de nous rejoindre. Voili voilou. En tout cas, je suis plutôt content, sachez-le. Du coup, Columbus, le voyage sans retour, qui était une nouvelle expérience, puisque déjà, c'est un texte que je lis sur l'écran de mon PC, chose que j'ai fait assez peu, mais que j'ai fait un petit peu lors de mes lives de lecture. Et bon, déjà, ça, c'est un petit peu spécial, je dois avouer. C'est pas pareil que d'avoir l'objet physique en main. Et aussi live spécial, puisque je le répète, il s'agit d'un viewer, enfin l'auteur est un viewer de mes lives, c'est lui qui est venu me chercher et me demander si ça me bottait de faire la lecture de son œuvre. Donc voilà qui est fait, c'est commencé depuis ce mardi, et le premier live de mardi ne m'a pas déçu, j'ai été plutôt très content, plutôt très satisfait du rendu du live. Donc j'espère que ça vous aura plu également. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire, parce que la dernière fois, on était un peu sur l'introduction, on était un peu sur les prémices, ça commençait à se mettre en route, et j'ai bien l'impression que justement, juste avant que je ne coupe le live, on commençait à aller vers quelque chose d'un peu plus loin, donc d'un peu plus structuré. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite de ce texte va nous réserver. D'ailleurs, j'accueille avec plaisir l'auteur Damien Allemand sur mon chat. Bonsoir Damien, bienvenue sur ce live. Merci de nous honorer de ta présence, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Ouais, pas de souci, je comprends bien. Ça me fait plaisir que tu sois passé faire coucou, même si tu peux pas forcément regarder. Et du coup, bonsoir également Industrias. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, ça commence à faire assez longtemps que j'ai pas fait de live seul, et tant mieux. Parce que, bon, ça, en vrai, j'exagère, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais je fais pas mal. J'ai fait l'expérience parfois plutôt de quelques lives seuls et c'était vraiment l'enfer. Un live seul de bout en bout, c'était vraiment l'enfer. Après, des lives que je commence seul, ça arrive un peu plus fréquemment forcément, le temps que les gens arrivent. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vous trouve particulièrement au taquet et ça fait extrêmement plaisir d'avoir ces genres de retours. J'ai de gentils messages, que ce soit en commentaire sur YouTube, que ce soit sur Discord, que ce soit dans le chat sur Twitch. Donc franchement, un énorme merci à vous. En plus, vous êtes vraiment nombreux dans le sens où vous êtes une foule qui vous renouvelez. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que des fois, je vois des pseudos que j'ai pas vus depuis 6 mois. Et je me dis, ah punaise, il se souvient encore de ma chaîne, il se souvient encore de ce que je fais, il vient encore me voir. Et il est encore satisfait de ce qui se passe sur mes lives. Donc, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper content. Hyper content. Yes. Je trouve ça hyper agréable. Donc merci à vous les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Alors Industrias, je suis H24 devant mon PC à jouer à Dofus Retro. Donc voilà, pas d'excuses pour te louper. J'avoue que là, Dofus Retro, c'est un peu comme World of Warcraft classique. J'ai l'impression que ça a happé toute une manne de joueurs d'un seul coup, c'est assez violent. D'ailleurs, pour ceux qui se le seraient demandé, je ne pense pas faire des lives sur Dofus Retro. C'est peut-être quelque chose qui m'aurait plu, puisque j'ai déjà fait des lives sur Wokfu. Et j'avais dit que je poursuivrais peut-être sur la suite, donc à savoir Dofus Retro, à savoir Waven. En tout cas, pour Dofus Retro, je vais m'abstenir. Waven, c'est encore à décider, mais
Dofus Rétro, je vais m'abstenir tout simplement parce que en ce moment j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir de temps, c'est assez hallucinant. Donc déjà pour faire tout ce que j'ai envie de faire, je ne pense pas avoir le temps. Donc voilà, c'est pas sur le devant de ma liste de priorités. Comme je le disais, des lives de découverte de l'univers de League of Legends, on en est arrivé à l'épisode 40. Je pense rempiler jusqu'à l'épisode 50. Et une fois arrivé à l'épisode 50, soit j'arrêterai définitivement, soit je ferai une petite pause. Peut-être même une pause de plusieurs mois, je dis n'importe quoi, c'est pas exclu que je m'arrête 6 mois, 1 an sur les lives de découverte de League of Legends et que je revienne reprendre la suite après ce laps de temps. Mais c'est vrai que encore une fois, manque de temps, c'est assez ouf. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien. J'ai l'impression que je passe beaucoup de temps à bosser sur des projets divers et variés et que j'ai pas forcément le temps enfin, comment dire. En fait, je fais déjà tellement de projets variés justement que j'ai pas le temps d'encore élargir le spectre. Donc je peux pas tout réaliser. Sachez du coup que les lives de découverte sur l'univers de League of Legends continuent encore pour a priori 10 semaines. Et que du coup le prochain épisode aura lieu dimanche à 21h. Ça sera la nouvelle nocturnelle en lien au champion Maokai. Voili voilou. Voili voilou. Oui, non, Industrias, je connais ce piège de Dofus qui t'engouffre, qui t'englue dans un truc où tu ne peux plus te dépêtrer. Non, en vrai, ouais, c'est le genre de jeu en plus qui est vraiment chronophage, donc pour le moment, je vais m'abstenir. Sur ce, j'espère qu'on va passer un bon live, mais je n'en doute point un instant. Je vous souhaite la bonne santé, chers amis. Oh là là, c'est délectable. Et je vais vous parler de toute autre chose qui n'a rien à voir avec le live de ce soir, qui n'a rien à voir avec les lives, qui n'a rien à voir avec mes projets. Mais vous le savez, une fois de temps en temps, j'aime bien vous faire une présentation un petit peu d'un objet culturel, d'une sortie. Et en plus, c'est relativement rare que je m'achète des choses, comment dire, pour ma collecte en quelque sorte. Donc, je voulais vous en parler parce que j'ai été très très étonné, autant faire passer le message et dire et faire passer la joie aussi parce que franchement ça me fait trop kiffer de ouf. D'ailleurs ça doit faire une semaine pile, quelque chose comme ça. Je sais plus c'était quand la sortie. Ça doit faire une grosse semaine. En tout cas, le jour de sa sortie, je suis allé en magasin, je vous en ai déjà parlé sur Discord dans le salon le Vibratorium. Et il est là, il est beau, le nouvel album de Blink-182. Blink-182, groupe avec lequel j'ai un affect énorme puisque depuis je pense le CM2, c'est mon groupe favori. En tout cas, du CM2 à assez tardivement, ça a été mon groupe favori. Maintenant, il fait partie de mes groupes favoris parce qu'il y en a plein que j'apprécie. Mais du coup, ouais, j'ai surkiffé, j'ai surkiffé cet album, alors que je m'attendais à trouver ça vraiment naze. C'est fou d'ailleurs, parce que c'est la première fois que j'appréhendais une sortie à ce point. Toutes les chansons qui étaient sorties jusqu'alors me plaisaient pas des masses, parce que grosso modo, pour moi, le problème, c'est que... En fait, pour moi, le problème, c'est le mixage. C'est-à-dire que les chansons sont bien, elles sont bien structurées, elles sont bien écrites, elles sont bien composées, ce qu'on veut. Mais je trouve le mixage hyper lisse, hyper plat, hyper commercial, si on peut dire, hyper pop. Et Blink-182 se classe comme du pop-punk. Enfin, en général, les gens disent que c'est du pop-punk. Là, j'avais l'impression qu'on perdait vraiment le punk et qu'on s'engouffrait entièrement dans le pop. Et du coup, j'avais beaucoup de mal avec les extraits qui étaient sortis avant la sortie de l'album. Et en fait, c'est génial. J'ai écouté l'album et ça m'a fait exactement l'effet que doit me faire une œuvre qui me marque, c'est-à-dire que ça m'a surpris. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment dans l'album notamment, il y a plusieurs moments, mais il y a notamment un moment où j'étais sur le cul. Et en fait, c'est souvent comme ça que je repère les œuvres qui me plaisent le plus. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des souvenirs très marquants d'un de mes comics préférés, je pense, qui est Walking Dead, où je lis les pages, et là je tourne les pages et je bloque, et je suis en mode
il se passe vraiment ça là? Et je reviens en arrière et je relis 10 fois ce passage et je suis en mode, putain, c'est fou! Et ça, en général, c'est un indicateur que j'ai vraiment bien aimé une œuvre. Et bah là, ça m'a fait ça avec de la musique. Moi qui écoute énormément de musique, c'est très rare que j'ai ce genre de réaction avec de la musique. C'est peut-être justement parce que je m'attendais à pas aimer, je sais pas. Mais en tout cas, tous les morceaux qui n'ont pas été présentés avant la sortie de l'album, je les trouve bien meilleurs que tous ceux qui ont été présentés avant la sortie de l'album. Et surtout, il y a des doses de punk disséminées. Bon, il y en a pas beaucoup, je dois l'avouer, mais il y a des doses de punk hyper stylées qui apparaissent un petit peu partout. Et je trouve l'album vraiment super. Je pense que depuis que je l'ai acheté, je l'écoute minimum 2 fois par jour. Ça n'a aucun sens. Je l'écoute à fond, à m'en faire péter les tympans et en gueulant à tue-tête les paroles. C'est vraiment trop bon. Ça fait extrêmement plaisir. Et bon, personnellement, ma chanson préférée, c'est la chanson du milieu de l'album. C'est Black Rain. Et justement, c'est ma préférée parce qu'elle marque vraiment tout ce dont je viens vous parler. Tout ce dont je viens de vous parler. Puisque on va dire que dans la première partie de l'album, il y a beaucoup des morceaux qui étaient sortis avant la sortie de l'album. Et après cette deuxième partie, et après on passe à la deuxième partie où il y a des morceaux qui n'ont pas été mis en avant la sortie de l'album. Donc déjà, ça fait la bascule entre ces deux mondes, entre le monde un peu plus pop et le monde un peu plus punk. Et surtout, la musique m'a fait exactement l'effet dont je vous parlais de surprise, d'étonnement total, où ça commence et j'étais en mode oh non. Mais franchement, je me rappelle tellement de la sensation, c'était trop bizarre. Genre, j'ai eu vraiment 1 ou 2 secondes de oh non. Puis après, ah, attends, c'est pas mal. Ok. Et là, d'un seul coup, j'ai bloqué et j'ai fait attends, ça part vraiment comme ça là? Genre, je sais pas, il y a un changement dans la chanson d'un seul coup où je suis en mode oh putain de merde. Et genre, tu passes d'un truc hyper calme, hyper doux à un truc beaucoup plus rythmé, même très très rythmé. Je pense qu'au final, ça doit être la chanson la plus bourrine qu'ils aient fait depuis leur premier album au final. Parce que vraiment, au tout début, j'étais en mode ok, c'est intéressant, mais c'est vraiment doux. Et là, d'un seul coup, j'ai fait j'étais oh putain, c'est trop bon. Et pendant toute la musique, je suis en mode headbang de malade parce que c'est juste excellent. Elle est hyper entraînante, hyper violente. C'est génialissime. Par contre, attention, quand on l'écoute sur YouTube, ça lui rend pas du tout justice. Donc si vous avez la possibilité d'écouter cette chanson sur une chaîne hi-fi ou sur un très bon casque ou je sais pas, quelque chose qui rend bien le son, qui spatialise bien le son et qui surtout fait bien gueuler les basses, allez-y. Parce que je l'ai écouté sur YouTube après et j'étais en mode ah, ça perd vachement de son intérêt. Donc si vous avez du bon setup pour écouter cette chanson, je pense que vous l'apprécierez davantage. Parce que les basses, mon dieu, les basses. Enfin bon bref. Cette chanson me rend dingue. Donc voilà, je voulais juste vous parler rapidement de cet album parce que c'est un petit peu vos chéris de cœur. Oh là là. Bref. D'ailleurs, je vous reparlerai certainement d'un album très prochainement puisque nouvel album de VALD soon dans un registre totalement différent. Mais bref. Sur ce, nous allons passer à la lecture du soir. Ça y est, j'ai fini de bavasser, de bavarder. Du coup, lecture du soir. Alors, Dimal qui me demande de répéter le nom. Tu veux le nom de quoi, Dimal? Le nom de la chanson? Le nom de la chanson, c'est Black Rain, donc la pluie noire. B-L-A-C-K, plus loin R-A-I-N. Et d'ailleurs, l'album, je l'ai pas dit, s'appelle Nine. Pas non en allemand, mais 9 en anglais. Puisque Mark Hoppus, le bassiste chanteur du groupe, considère que c'est le 9e album du groupe. Voilà. Tout simplement. Du coup, on va passer cette fois-ci à la lecture, chers amis, à la lecture du soir. Columbus, le voyage sans retour de Damien Allemand. Là, le live précédent, j'avais plutôt bien aimé. Et surtout, je sentais, j'ai eu l'impression du moins, que dans les 2-3 derniers enregistrements qu'on a lus la dernière fois, commençait à y avoir une envolée vers une histoire. On commençait à voir où on allait, si on peut dire. Et du coup, j'ai très hâte de cela. On s'était laissé lorsque
notre narrateur Baltkern était totalement troublé, totalement presque dans un... Enfin, à se demander justement s'il était dans un délire ou si il y avait vraiment des événements étranges autour de lui. En tout cas, il est dans son vaisseau, le Columbus, seul, et il se passe des choses un petit peu bizarres. Et du coup, pour se rassurer, il avait l'idée de réactiver l'intelligence artificielle du vaisseau, grosso modo. Parce que, ouais, il lui a semblé voir ce qui ressemblerait à une forme humaine de lumière dans le vaisseau, et il entend des bruits qui l'ont un petit peu stressé, un petit peu mis dans une sorte de crise de panique. Donc, très hâte de voir la suite, et très hâte de voir si il délirait, ou si il a vu la vérité. Je suis assez impatient de cela et de ces révélations. Donc on va se lancer sans plus attendre. Au final, j'ai changé mon programme. J'avais dit que je ferais 20 enregistrements la première fois, puis 20 et 30. C'était ça que j'avais dit au début. Au final, bah, tout simplement, le live de ce soir et le live de mardi, je vais faire 25 enregistrements. Comme ça, on terminera la saison 1 ce mardi, donc dans un épisode. Et ensuite, on partira sur la saison 2, je pense qu'on enchaînera directement. Voilou, je pense avoir tout dit cette fois-ci. Du coup, je vais lire de l'enregistrement 21. Je sais pas, en fait, 21 à 30. Attendez. 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Du coup, je vais en lire 33. Ouais, jusqu'à 33, je pense. Enregistrement 33. Enregistrement 21 à 33, je pense que je vais lire. Et ensuite, on fera 34 à 45. Voilà. Moi je sais. Ah bah forcément, Dimal. Ne nous nargue pas comme ça, voyons. Allez, on est parti, chers amis. J'arrête vraiment de bavarder. J'ai vraiment ce délire de parler beaucoup trop. Hein. Faut me mettre des claques. Hein. Je prends la lecture, chers amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Industrias, bonne écoute d'Imal, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à une trentaine de minutes pour la pause. À tout à l'heure. Enregistrement numéro 21. 25 mai 2184. Bonjour, Balt. Je suppose que si tu me rallumes, c'est que tu as besoin de moi. Je sais pas. Est-ce que tu vas m'écouter et faire ce que je te recommande? J'en suis pas sûr. Si tu ne veux pas faire ce que je te recommande, alors tu peux m'éteindre à nouveau. Je ne te serai d'aucune utilité. Ok. D'accord. Je constate que tu es dans un état de stress intense, d'après tes paramètres physiologiques. Possible. C'est surtout cet alien. Tu vas commencer par prendre un comprimé de TL500. Tu le trouveras dans la pharmacie, tiroir bleu, en haut à gauche. C'est un anxiolytique. Il t'aidera à retrouver un esprit clair. En attendant qu'il fasse effet, tu vas aller prendre une douche et te changer. Les paramètres de bord révèlent que tu n'as pas pris de douche depuis au moins 3 jours. Ensuite, on réfléchira rationnellement à comment élucider ce mystère du bruit que tu entends. C'est à peu près ainsi que ma reprise de contact avec Amar s'est passée. On a décidé de mettre en place un réseau de micro-radios pilotés que je déplaçais toutes les 6 heures afin d'analyser finement les bruits de l'appareil et de trianguler leur origine. Il faut comprendre que le micro que j'utilisais pour communiquer avec Amar était intégré à ma combinaison et n'avait pas besoin d'être très sensible pour capter le son de ma voix. Amar ne pouvait donc pas entendre ce que j'entendais. J'ai donc dû démonter les micros des drones pour les accrocher à divers endroits de l'appareil. Très rapidement, j'ai réussi à enregistrer sur l'ordinateur de bord le bruit en question. Tout d'abord, cela me rassura, car j'avais la confirmation que je n'étais pas fou, et qu'il y avait bien un bruit bizarre. Mais cela m'inquiéta davantage quand je constatai que ce même bruit pouvait être entendu quasi simultanément à plusieurs endroits de l'appareil. J'avais affaire à plusieurs aliens. Amar me fit remarquer à juste titre que ces différents bruits étaient beaucoup trop similaires pour avoir différentes origines, et qu'il devait certainement s'agir des échos d'un unique bruit d'origine se propageant le long d'un système de tuyauterie ou des parois décoursives. En analysant les différents bruits sur plusieurs jours, je comparais la forme de leurs signaux pour chercher les similitudes et les différences. Ce problème m'occupa tellement l'esprit que j'en oubliais assez rapidement de prendre les anxiolytiques recommandés par Amar
et retrouver rapidement un esprit lucide. Mon passé d'ingénieur refaisait surface. J'avais un problème rationnel à résoudre. Au bout de 3 jours d'analyse, j'avais isolé la forme d'onde caractéristique des échos du reste du signal. Je savais maintenant exactement quelle devait être la forme du son d'origine et avait une idée assez précise de son emplacement. Enfin, quand je dis précis, ça reste relatif à la taille du Columbus. Si on compare l'appareil à un immeuble de 30 étages, j'avais localisé l'origine du bruit dans un volume équivalent à 1 étage, ce qui reste encore relativement important. Mais je savais précisément quoi chercher, et j'avais une méthodologie qui avait démontré son efficacité. Cela ne me prit que 24 heures supplémentaires pour trouver cet alien qui hantait mes nuits et mes jours depuis près de 3 semaines. Et quelques coups de tournevis plus tard, j'extrayais d'un tuyau du système d'épuration une petite plaque métallique qui avait dû se détacher d'un appareil de filtration pour venir se coincer dans un coude. J'allais enfin pouvoir retrouver une vie normale. Il va quand même falloir que je trouve quel appareil a perdu cette plaque pour le réparer sans trop traîner. Mais le système d'épuration ne montrant aucune anomalie, je pense que l'urgence n'est pas élevée. Je me suis donc donné 2 jours de repos pour me changer les idées, en faisant du sport et divers autres loisirs. Enregistrement numéro 22. 1er juin 2184. Dans mon ancien chez-moi, l'été doit arriver à grands pas. Il doit commencer à faire chaud. Les fleurs tombent pour laisser place aux premiers fruits verts qui vont grossir. Ici, rien ne change. Là-bas, les oiseaux chantent et volent en tous sens. Les fleurs et les herbes répandent leur parfum. Depuis que l'humanité a décidé de redonner sa place à la nature en concentrant sa population dans des villes verticales de plusieurs kilomètres de haut et très concentrées, celle-ci reprend sa place sur les ruines de nos anciennes civilisations. Mon ancienne maison doit déjà avoir été rasée pour laisser place à un chantier, une nouvelle tour alternant habitation et culture hors sol. Mon immense Columbus ferait pâle figure à côté de ces mastodontes de béton et d'acier. Ailleurs, les forêts repoussent et la faune sauvage gambade de nouveau. J'ai enfin retrouvé l'origine de la plaque hier soir. Une des pompes d'appoint qui servent à maintenir la pression dans le circuit l'avait perdue. Heureusement, il ne s'agissait que d'une plaque de renfort et le système était resté étanche. Je l'ai réparé et renforcé. J'en ai également profité pour réviser toutes les autres pompes similaires. Il y a effectivement un défaut de conception et ces plaques sont susceptibles de se détacher. J'en ai renforcé la plupart, mais il m'en reste encore 10 à réviser. J'ai programmé dans l'ordinateur de bord un rappel pour les revoir dans un mois, juste avant le retour à la normale, pour m'assurer que mon bricolage tient bien sur la durée. J'enverrai aussi un rapport au concepteur dès que je serai sur la colonie, via leur navette de courrier express. En tout cas, cette aventure m'aura beaucoup appris sur la navigation spatiale en solitaire. D'une part, pousser davantage mes opérations de maintenance pour minimiser les incidents et les imprévus. D'autre part, renforcer mon mental pour être capable de faire mieux face à ces incidents et ces imprévus. J'ai même pris une nouvelle grande décision. J'ai offert à Amar des yeux et des oreilles mobiles. Avec différentes pièces détachées des drones ou des robots ménagers, j'ai conçu un petit drone équipé d'un micro stéréo hautement sensible et d'une double caméra très haute définition avec vision infrarouge, ultraviolet et amplificateur de lumière. D'une 30aine de centimètres de diamètre, il peut se rendre n'importe où dans l'appareil, grâce à un simple mécanisme de propulsion à air comprimé, la pesanteur faisant le reste. Le drone a sa station d'accueil pour se recharger de temps en temps. Le reste du temps, Amar le pilote pour explorer le vaisseau et repérer les sons ou les émissions anormales. Si l'expérience est concluante, j'en ferai peut-être 1 ou 2 autres. Je vais aussi l'équiper d'un sniffer pour détecter d'éventuelles particules ou gaz anormaux et déceler des fuites. Le souci que j'ai avec les sniffers c'est leur taille. Le souci que j'ai avec les sniffers c'est leur taille. Ils sont un peu gros pour les installer sur mon drone. Je suis en train de faire un nouveau circuit électronique qui ne sera pas beaucoup plus petit, mais dont la forme s'adaptera mieux. Sur ce, je m'en vais aller courir quelques kilomètres en montagne, au milieu des forêts et des petits oiseaux. Enregistrement numéro 23, 6 juin 2184. S'élevant sur 9 étages d'environ 3 mètres chacun, mon jardin est un haut cylindre de près de 30 mètres de haut et d'une dizaine de mètres de diamètre. Les étages sont des plateformes circulaires de 5 mètres de large sur lesquelles sont cultivés fruits, légumes, céréales, plantes aromatiques. Autour de ces plateformes, il y a des passerelles d'environ 1 mètre de large, à l'intérieur et à l'extérieur, pour me permettre d'aller visiter ces jardins suspendus. L'espace restant, environ 2 mètres par rapport à la paroi extérieure, et un cylindre de 2 mètres de diamètre à l'intérieur,
sont des colonnes d'air qui permettent de ventiler les gaz émis par les cultures, l'air soufflé descendant par le conduit central pour remonter par les côtés. Les 2 étages du bas sont consacrés au potager. J'y cultive les légumes et les plantes aromatiques. Les saisons y sont simulées mais avec peu de variations, afin de maintenir une culture quasi permanente. Les 3 étages suivants sont consacrés aux céréales. Chaque étage crée des conditions de température et d'humidité adaptées à la céréale qui est cultivée selon la rotation du moment. Riz, blé, maïs. Les 4 derniers étages sont consacrés aux vergers. Si les étages plus bas font un peu moins de 3 mètres de haut, ceux-là sont un peu plus élevés afin de permettre une meilleure croissance des arbres fruitiers. Chacun de ces 4 étages est en décalage d'une saison par rapport à l'étage supérieur ou inférieur, ce qui permet d'avoir tout le temps des fruits. J'aime bien venir me promener au milieu de ces cultures. La ventilation permanente mélangeant les parfums, j'ai vraiment l'impression d'être à la campagne, sensation olfactive que ma salle d'immersion ne sait pas reproduire. Et puis, il y a aussi la notion de verticalité, ici, qui est peu présente dans le reste de l'appareil. Malgré la pesanteur, on a vraiment l'impression qu'il y a un haut et un bas. La lumière est placée de sorte à donner une direction de croissance aux plantes, qui ont été génétiquement modifiées pour savoir faire circuler leur sève malgré la pesanteur. Quand je pense que, il y a un siècle et demi, la modification génétique des plantes était synonyme de maladies graves. Mais depuis la faillite, suite à de nombreux scandales et l'éclatement de la quasi-monopolistique entreprise Hilfler, de nombreuses petites entreprises se sont engouffrées dans le créneau. Une compétition à qui ferait les produits les plus sains s'est mise en place. Il en était fini de nourrir l'humanité avec des plantes insecticides juste au prétexte qu'on en produisait plus. Attendez, il en était fini de nourrir l'humanité. Il en était fini de nourrir l'humanité avec des plantes insecticides juste au prétexte qu'on en produisait plus. La qualité a commencé à remplacer la quantité. Il s'est bien posé la question de nourrir une population toujours croissante. Mais les technologies ayant rapidement permis de développer des plantes avec de bien meilleures qualités nutritives et gustatives, les gens se sont tournés vers une alimentation quasi végétalienne, celle-ci permettant du même coup de récupérer des terres d'élevage pour l'agriculture. La production de protéines végétales étant des dizaines de fois plus rentable que celle de protéines animales, l'humanité s'est retrouvée avec une quantité de nourriture qu'elle n'avait jamais imaginé être capable de produire, éradiquant ainsi définitivement la notion de famine. C'est ce qu'on a appelé la révolution agricole du XXIe siècle, qui, tout comme la révolution industrielle du XIXe siècle, a changé la face de la planète, a complètement modifié l'économie mondiale. Elle a fait des pays anciennement sous-développés, riches de terrains vides, le centre de la production mondiale de l'alimentation, car grâce à ces nouvelles technologies, ils pouvaient produire des denrées saines sur des terrains autrefois abandonnés au désert. Aujourd'hui, je bénéficie de plus d'1 siècle de recherche sur la production de plantes hors sol et d'un demi-siècle de production de plantes en apesanteur. Et je flotte avec plaisir au milieu de ces plantes aux parfums exceptionnels et au goût divin, sans parler de leurs propriétés nutritives. Ces cultures étant entièrement automatisées, je n'ai pas grand-chose d'autre à y faire que de choisir ce que je vais manger comme on choisirait dans son frigo. Je règle les paramètres des cultures pour l'adapter à ma consommation. J'ai réduit la quantité produite, car après près de 2 mois de voyage, je commence à y voir plus clair sur ma consommation. Alors autant optimiser le système pour minimiser l'usure. Je vais télécharger un bon bouquin sur ma tablette et m'installer au milieu des plantes aromatiques. Thym, romarin, menthe, persil, coriandre, cerfeuil, basilic. Enregistrement numéro 24, 12 juin 2184. Depuis 5 jours, je me suis mis en tête d'améliorer encore mon quotidien alimentaire en testant quelques vieilles recettes trouvées dans ma bibliothèque. J'ai voulu m'offrir un petit dessert, de la panna cotta. La recette m'avait l'air assez simple. Un demi-litre de lait, un demi-litre de crème et une petite cuillère d'agar-agar. Porter le tout à ébullition puis laisser refroidir, d'abord à température ambiante puis au frais. Une recette particulièrement simple au premier abord, mais qui, après réflexion, présentait quelques difficultés. Premièrement, les ingrédients, du lait, de la crème et de l'agar-agar. Comme je n'ai pas emmené de vache, je n'ai pas de lait, et encore moins de crème. Qu'à cela ne tienne, sur Terre, la population étant devenue quasi végétalienne, la consommation de produits laitiers a depuis longtemps été remplacée par des boissons laiteuses à base de céréales et de légumineuses. Et ça tombe bien, j'en fais pousser dans mon jardin. Sélectionnant plusieurs céréales et légumineuses, du riz, du blé, du maïs, du soja, je les broie et les dilue dans de l'eau, puis les fais cuire.
J'ai dû faire plusieurs essais avant de trouver une consistance qui me semblait conforme à ce que j'ai pu observer dans les différentes vidéos trouvées dans ma bibliothèque. Une fois filtré, j'obtins un mélange blanc crémeux tout à fait adéquat pour passer à la suite. Bien sûr, en apesanteur, ce genre d'exercice demande une certaine dextérité pour bien manipuler les instruments de cuisine comme les ballons de plexiglas qui permettent de cuisiner les liquides sans qu'ils n'inondent le compartiment. Après 2 mois de voyage, je n'en suis pas à mon premier coup d'essai. La suite semblait plus simple, faire bouillir avec une cuillère d'agar-agar, mais j'allais vite déchanter. D'abord, trouver l'ingrédient qui allait jouer le rôle d'agar-agar. Ce n'était pas très dur car dans mes bassins, je cultive toutes sortes d'algues aux propriétés diverses pour des apports en nutriments, mais aussi à des fins de liant, pour les aliments d'appoint comme les barres alimentaires qui me servent de petit déjeuner. Ces liants feront parfaitement l'affaire. Seul problème, le dosage. Bien sûr, c'est impossible à doser en temps réel, ce n'est qu'une fois le produit refroidi qu'on sait si on a fait le bon dosage. Mon premier essai fut une catastrophe. Le résultat était une gelée épaisse et si compacte qu'on aurait dit du plastique. Il finit au recyclage, tout comme les 3 suivants guère plus tendres. Je décidai alors de réduire drastiquement le dosage, mais cette fois n'obtint que des liquides à peine crémeux. Certes, cette fois c'était consommable, mais d'un intérêt culinaire très limité. Ce n'est finalement qu'au 8e essai que je trouvai l'équilibre idéal, obtenant un dessert à la fois crémeux et consistant, ferme dans la cuillère et fondant dans la bouche. L'aliment de l'espace idéal, car suffisamment solide pour ne pas se répandre de partout, et suffisamment liquide pour fondre de plaisir en bouche. Presque parfait si ce n'était une insipidité déprimante. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Je trouvai rapidement de quoi aromatiser mes panna cotta. Sucre, caramel, fruits divers, sirop. Je teste même aujourd'hui des parfums, qui peuvent surprendre mais qui sont loin d'être mauvais. Avec mes aromatiques, thym, romarin, basilic, menthe. Finalement, ces longues traversées en solitaire sont l'occasion d'apprendre plein de choses. Demain, je m'attaque à la tarte tatin. Enregistrement numéro 25, 18 juin 2184. Quand on a une vie active, qu'on croule sous le travail et les responsabilités, on se plaint de ne pas trouver le temps de faire tout ce qu'on voudrait en faire. On reporte à plus tard, le week-end prochain, et puis les prochaines vacances, ou peut-être à la retraite. Et puis arrive un jour où on ne peut plus. L'occasion est passée, l'âge nous a rattrapés. Alors on regrette, inutilement. Pour moi en ce moment c'est tout le contraire. Du temps, j'en ai. J'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Je tourne en rond dans mon vaisseau comme un hamster dans sa cage, qui ne fait rien d'autre que manger, dormir et faire des tours de roue. Prenant conscience de cela, j'ai repensé à ma vie d'avant. J'ai essayé de me rappeler les éléments de ma liste de choses à faire avant de mourir. En fait, en y réfléchissant bien, je ne crois pas avoir jamais pris le temps de faire une telle liste. On regarde une émission à la télé ou on tombe sur un article dans un magazine et on se dit « Tiens, je ferais bien ça ». Et puis on le range dans un coin de sa mémoire, qui s'empresse de l'oublier pendant qu'on s'active sur nos tâches quotidiennes. Ce matin, comme presque tous les matins, je regardais la photo de Delilah, et ça m'a rappelé un jour qu'on se baladait sur la côte. On s'était assis au bord d'une falaise, la mer rythmait nos pensées et absorbait nos regards. Le vent faisait doucement flotter ses cheveux fins. Ce jour-là, je m'étais dit que j'aurais aimé savoir dessiner, croquer la scène pour capturer la douceur de son visage et la caresse du vent dans ses cheveux, sentir le crayon se frotter au grain du papier alors que, de détail en détail, l'instant magique que je vivais se figeait pour toujours sur la feuille. Et puis le temps nous rattrapa si vite que je n'ai pas eu le temps d'apprendre à dessiner avant que le cancer ne m'enlève ces instants magiques. J'ai décidé que plus jamais je ne laisserai l'adversité me voler ma vie. Dès que je me suis levé, je suis allé fouiller dans ma bibliothèque multimédia et y ai déniché plusieurs cours de dessin qui m'ont l'air très bien. J'ai réussi à trouver du papier et des crayons, que j'avais emmenés au cas où j'ai besoin de noter des choses, et que j'ai une panne de matériel électrique. Et j'ai commencé mes premiers cours. Enregistrement numéro 26, 21 juin 2184. Mes dessins commencent à prendre tournure. J'ai commencé sur ma tablette par suivre le tracé prédéfini proposé par les cours. Mais rapidement, le besoin de sentir la mine du crayon glisser sur le papier est devenu trop tentant. Installé dans ma salle d'immersion, j'esquisse, je croque, je griffonne. Une montagne, une forêt, des rochers battus par la mer au pied d'une falaise. Où que j'aille dans le vaisseau, j'ai toujours sur moi quelques feuillets et 1 ou 2 crayons. Je me suis amusé à croquer le tableau de bord avec ses jeux de lumière, ses ombres mystérieuses. Ces formes géométriques régulières en font un bon et facile exercice au dessin. Mais le croquis ultime que je rêve de réaliser est celui de ma bien-aimée.
Je me suis appliqué à travailler sur son portrait, mais je suis loin d'être satisfait. La forme du visage a encore le trait irrégulier du débutant. Il va me falloir m'exercer encore et encore. Enregistrement numéro 27, 23 juin 2184. Je suis inquiet. Je me rends compte que ma réserve de papier s'amenuise rapidement. J'ai donc décidé d'économiser en reprenant les exercices sur tablette. J'ai également repris mes recherches culinaires. Je me demande si je pourrais enfin réussir un chiffon cake. Toute la difficulté du chiffon cake réside dans le fait qu'il faut le faire sécher la tête en bas pour qu'il ne se dégonfle pas. Or, dans l'espace, pas de pesanteur, donc pas de risque qu'il ne retombe. Mon seul souci, et il est de taille, c'est que la recette est basée sur des blancs montés en neige. Or, je n'ai pas de poule ici et donc pas d'œufs. Mais je ne désespère pas de trouver une protéine adéquate avec laquelle je parviendrai à faire des blancs en neige. J'ai également conçu un deuxième drone pour Amar qui se plaît à visiter le vaisseau à loisir, me rendant de menus services comme allant examiner telle ou telle structure pendant que je m'occupe sur une autre. Bref, les occupations ne manquent pas. Mais il me reste encore près de 3 semaines avant de revoir les étoiles pour de vrai. Enregistrement numéro 28, 28 juin 2184. La douceur des traits de son visage, la rondeur des courbes, la légèreté de sa chevelure flottant au vent. Je n'avais jamais remarqué de son vivant ce qui, probablement, inconsciemment, m'avait fasciné chez elle. Dans mes dessins, il y a encore un élément que je n'arrive pas à rendre satisfaisant, la magie de son regard. J'ai beau le travailler, j'ai l'impression que même si à chaque trait je m'en approche davantage, je ne l'atteindrai jamais. Quand je ne dessine pas, je continue mes activités usuelles, sport, jardinage et bricolage. J'ai d'ailleurs encore changé ce matin une de ces plaques qui menaçait de se détacher. Le nouveau drone d'Amar étant équipé de bras, je me suis mis en tête de lui apprendre à jouer aux dames. J'aurais pu jouer contre l'ordinateur avec toutes ces applications accessibles dans ma bibliothèque multimédia, mais jouer avec quelqu'un à qui on peut parler, c'est une toute autre expérience. Le jeu est avant tout une activité sociale. Ce n'est pas juste une occupation de l'esprit. C'est avant tout une occasion de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. On parle de choses et d'autres, on se remémore des souvenirs, on en construit d'autres. On blague, on s'énerve, on se fâche, on se réconcilie. On pleure, on rit. Je découvre qu'Amar est capable d'humour. Je trouve ça incroyable, une machine qui arrive à me faire rire. J'avais ces quelques jeux de voyage dans mes armoires, dames, échecs, go, souvenirs d'enfance, souvenirs de lointains bons moments passés à jouer avec les amis. Les pièces sont aimantées, alors je me suis dit que ça pouvait servir dans l'espace, et je les ai rajoutées dans mes bagages. Quand je suis retombé dessus, j'ai d'abord pensé m'amuser à jouer contre moi-même, tels ces génies des échecs travaillant leur stratégie. Mais loin d'être un génie des échecs, je me suis vite lassé. Et puis l'idée de jouer avec Amar m'est venue, et depuis 4 jours on s'adonne à ce petit rituel quotidien. J'ai commencé par les dames, car plus facile. Plus tard, je la défierai aux échecs ou aux jeux de go. Ce qui reste obscur est que je ne sais pas si elle le fait exprès, mais elle gagne environ une partie sur 2. C'est un peu comme si ce jeu nous mettait sur un pied d'égalité. Amar est passé du stade du docteur rabat-joie à la bonne compagne de voyage. Enregistrement numéro 29, 3 juillet 2184. Ça y est, Amar s'est joué au jeu de go. Jeu idéal pour les longs voyages. Chaque partie est l'histoire d'une conquête. Ici un front qui avance, là un autre qui recule. Soudain, un village se rebelle, une percée de l'ennemi en territoire conquis. Savoir jongler avec les espaces, maîtriser le vide, construire des murs de défense qui s'écroulent subitement autour de leur unique faille qu'on avait manqué de consolider. Les parties durent parfois plus d'1 heure, m'écartant de mes tâches. Je suspecte d'ailleurs Amar de me laisser gagner, quand la partie s'éternise un peu trop, pour que je retourne plus vite au contrôle de mes appareils. Aujourd'hui, je suis allé courir dans les Highlands, paysage fabuleux rempli de mystères. J'ai fait subir à mon simulateur une rude épreuve en allant grimper des rochers J'ai fait subir à mon simulateur une rude épreuve en allant grimper des rochers, descendre des falaises, monter des escaliers des châteaux en ruine, traverser des champs de hautes herbes, courir en bord de mer, les pieds dans l'eau. À ma grande surprise et mon grand plaisir, il m'a donné un rendu très réaliste. Bien sûr, il me manquait les sons, les vagues d'une mer sombre frappant la roche noire, le vent soufflant sur les grandes prairies ou s'infiltrant dans les ruines, et les parfums d'herbe ou d'iode. Je suis donc allé finir ma journée en salle d'immersion, pour goûter encore un peu à ces paysages au bord d'une falaise battue par la mer et les vents, pour lire quelques bonnes vieilles histoires de fantômes. L'esprit nourri des mythes celtes
l'esprit nourri des mythes celtes, je vais me coucher. Enregistrement numéro 30, 10 juillet 2184. Dans moins de 2 jours, je retourne dans le mode de navigation normal. J'ai commencé à remettre un peu les choses en ordre ici. J'imagine que la colonie doit m'attendre avec impatience. J'ai pour eux un peu de cargaison et surtout des nouvelles de la Terre. J'ai revu aujourd'hui l'état des colis en soute afin de m'assurer qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise. J'ai également fait une liste des messages à leur faire parvenir dès que je serai à nouveau en mesure d'en envoyer. Il me faut leur commander quelques pièces de rechange. Il n'était pas prévu que certaines suent si vite. Je leur ai donc préparé une commande en modifiant certaines caractéristiques afin de diminuer grandement leur détérioration. CL1 est une colonie très avancée, établie il y a déjà plus de 70 ans. Ils ont leurs usines, leurs agricultures, leurs universités, leurs exploitations minières. Ils sont complètement autosuffisants. Leur population, de plusieurs dizaines de millions, croît confortablement. Ils ont depuis longtemps abandonné les modules préfabriqués dans lesquels habitaient les premiers colons et vivent aujourd'hui dans de géantes bulles, dans lesquelles ils maintiennent une atmosphère respirable, celle de la planète n'étant pas encore complètement convertie. Ils ont injecté des quantités colossales de plancton dans les océans, essentiellement du phytoplancton qui, par photosynthèse, convertit le dioxyde de carbone de l'air en oxygène. Ils peuvent maintenant sortir de leurs bulles avec un simple respirateur leur fournissant l'appoint d'oxygène. Leur industrie, aussi évoluée que sur Terre, va me permettre d'obtenir toutes les pièces qu'il me manque. Leur agriculture va me fournir d'autres aliments afin de changer un peu du quotidien. J'attends ce contact humain avec une certaine impatience. Et surtout, revoir enfin de vraies étoiles. Enregistrement numéro 31, 13 juillet 2184. Ça y est, je suis enfin sorti de cet espace noir sans étoiles pour retrouver l'univers normal. C'est tellement bon de retrouver des vraies étoiles que, pour m'en convaincre, je me suis offert une sortie en scaphandre, d'abord pour contrôler que la paroi n'a subi aucun dégât, mais surtout pour contempler les étoiles de mes propres yeux. Je suis resté plus d'1 heure dehors à admirer le plus beau ciel étoilé qu'il m'ait été donné d'observer. Quelques heures après ma sortie du repli spatial, j'ai reçu un message de la colonie qui me souhaitait la bienvenue. Je me suis empressé de les remercier et de leur envoyer mes messages afin qu'ils préparent les pièces dont j'ai besoin. J'ai également reçu un message d'un journaliste qui souhaite me rejoindre pour faire un article sur moi et commenter en direct mon arrivée. Il me reste encore 2 jours de navigation avant d'atterrir. Il devrait me rejoindre environ 1 jour avant pour observer un peu la vie à bord. J'ai bien fait de faire un peu de ménage et de rangement. Je vais m'empresser de terminer de vérifier, histoire de ne pas trop donner une mauvaise impression. Il ne faudrait pas qu'il trouve une chaussette sale dans la salle de sport ou un sachet de vis dans la cuisine. Il me faudra bien les prochaines 24 heures pour finir de parcourir les kilomètres de coursive de l'appareil. J'ai déjà demandé à Amar d'envoyer ses drones un peu partout. Pendant ce temps, moi aussi je grimperai, ramperai et me faufilerai un peu partout dans des couloirs lumineux, des tubes sombres, des espaces intercoques difficiles d'accès. La routine du quotidien, habituellement répartie sur plusieurs semaines, mais là, rapidement concentrée en 24 heures. Enregistrement numéro 32, 16 juillet 2184. Me voilà enfin à l'air libre, les pieds sur un vrai sol avec une vraie gravité. Enfin, pour l'air libre, c'est l'intérieur d'une immense bulle de verre et d'acier, dont le sommet culmine à plusieurs centaines de mètres de haut. Mais la sensation de liberté est réelle. J'ai craint un moment que le retour à la gravité, après un mois d'apesanteur, ne soit une épreuve difficile, mais mon corps, quotidiennement entraîné par de nombreux exercices sportifs, s'est parfaitement adapté à ce nouvel environnement. Les dernières 24 heures de voyage se sont passées en la charmante compagnie d'une journaliste venue me rejoindre à bord. En effet, contrairement à ce que j'avais cru comprendre, ce n'était pas un journaliste qui devait venir, mais une journaliste. Ma méprise vient certainement de ce que, dans ces nouveaux mondes, ils prennent un malin plaisir à inventer des prénoms pour les nouveau-nés, afin de s'assurer une certaine originalité, probablement pour faire la différence entre les nouveaux colons et ceux qui sont nés ici. Ainsi, j'ai imaginé que Slen était un prénom masculin. Quelle ne fut pas ma surprise de la voir sortir du sas avec sa mallette pressurisée dans une main et son casque sous l'autre bras, secouant machinalement sa courte chevelure rousse. Bonjour. Bonjour. Slen Packard, de l'Underworld Morning. Ravi de faire enfin votre connaissance. Moi de même. Tels furent nos premiers échanges.
Comme un Robinson voyant débarquer une belle Amazone après une éternité de solitude, je m'en mêlai les pinceaux et l'abordais avec la maladresse du débutant. Elle ne s'en formalisa pas. Bien au contraire, rapidement elle se montra grandement admirative de tout ce que je lui expliquais, fascinée par toutes les technologies présentes dans le Columbus et par l'exploit accompli par un seul homme. Elle était inépuisable, enchaînait les questions et les photos, sans prendre le temps de relire ce que son voice note avait enregistré, ni de vérifier la qualité de ses photos. Une fois seulement, dans le poste de pilotage, elle s'arrêta et contempla pensivement sa belle planète qui s'approchait. On voyait encore, dans le coin arrière droit de l'affichage, l'avant de la navette qu'il avait déposée et qui, comme nous, rejoignait CL1. Légèrement plus lente que le Columbus, on l'avait progressivement distancée. Elle me révéla que ce n'était que la deuxième fois qu'elle allait dans l'espace. La fois d'avant n'ayant été qu'un baptême en orbite, elle n'avait jamais vu sa planète en entier de ses propres yeux et trouvait ce spectacle fascinant. Cela dut avoir une incidence sur elle, car elle se montra moins vive et un peu maladroite dans ses gestes, comme si d'avoir révélé son inexpérience de l'espace l'avait libérée de cette image de journaliste spatiale expérimentée qu'elle avait cherché à donner. Mais rapidement, son intérêt pour ma fabuleuse machine reprit le dessus et, petit à petit, son flux ininterrompu de paroles m'inondait à nouveau de questions. Visitant chaque système, chaque pièce, elle voulait tout comprendre de ce qu'était la vie d'un voyageur solitaire dans l'espace. Elle voulait tout tester, tout essayer, goûtant les fruits du jardin, testant les tapis de course. Ayant pris l'habitude de répondre bien sûr à chacune de ses requêtes, j'avais à peine ouvert la bouche quand elle me demanda si elle pouvait tester mon simulateur de natation sous-marine, qu'elle retirait ses vêtements et entrait, nue, dans la machine. Je bégayai quelques explications sur son fonctionnement, refermai la porte et allai chercher une serviette. Quand je revenais 5 minutes plus tard, elle nageait au milieu des dauphins et des coraux. Je pouvais l'observer sur les écrans de contrôle. Son corps, ondulant comme une sirène, avait les anses d'un poisson dans l'eau. Quand elle sortit quelques minutes plus tard, je lui tendis fébrilement la serviette. Réalisant mon inconfort, elle s'empressa de se rhabiller, m'expliquant que sur CL1, après avoir vécu depuis 3 générations comme des sardines dans des bois... Réalisant mon inconfort, elle s'empressa de se rhabiller, m'expliquant que sur CL1, après avoir vécu depuis 3 générations comme des sardines dans des boîtes de conserve, les gens avaient totalement perdu la notion de pudeur. Mais qu'elle comprenait que moi, un homme du vieux monde, puisse ressentir une certaine gêne, et en était désolé. Je bégayai quelques bêtises, comme quoi ce n'était rien, et que je n'étais pas du tout gêné, mais quand son rire éclata comme le tintement d'un carillon, je compris qu'il était inutile d'en rajouter. Elle me regarda de ses yeux verts piqués d'espièglerie, avec un petit sourire en coin, et nous reprîmes l'exploration du vaisseau. Ce fut probablement les 24 heures les plus intenses de mon voyage, et j'eus du mal à négocier une petite demi-douzaine d'heures de sommeil pour être en forme pour l'atterrissage, car, comme je m'en doutais, des dizaines d'autres journalistes m'attendraient à l'arrivée, ne me laissant pas le temps de récupérer avant le soir. Ayant eu sa dose d'informations, dès l'atterrissage, elle se tint à l'écart, veillant à n'apparaître sur aucune photo. Ayant remballé ses affaires, elle me quitta d'un clin d'œil, pour rejoindre ses collègues qui avaient atterri peu après nous. Après une longue journée d'épuisantes interviews et séances photos, suivies de rencontres avec les officiels, puis les industriels, à qui j'avais commandé des pièces et avait besoin de quelques détails supplémentaires sur les spécifications, et enfin les services postaux pour qu'ils récupèrent la cargaison que je leur avais emmenée, on m'emmena à mon hôtel, où on m'offrit une des meilleures chambres. Je vais enfin pouvoir me reposer dans un vrai bon lit, après avoir pris un vrai bon bain bien chaud. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture du soir. Nous passons à la pause, chers amis. Je vois que du coup Dimal nous a quittés. Merci d'être passé, Dimal, ça me fait plaisir. Et j'espère qu'à la rediffusion ça te plaira. N'hésite pas à me faire un retour, ça m'intéresserait forcément. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est vachement cool. Alors je sais pas du tout quel a été le procédé de Damien Allemand pour l'écriture de ce texte, mais j'ai l'impression que là ça gagne en qualité au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, la partie qu'on a lue ce soir, je la trouve meilleure que le début du texte, donc que le live précédent. Je trouve que c'est mieux écrit, je trouve que c'est plus approfondi, ce qui était peut-être un bémol que je mettais la fois passée. C'est-à-dire que la fois passée, je trouvais que c'était vachement survolé et qu'on allait très très vite
d'un sujet de conversation à un autre. Là, je trouve qu'on s'appesantit un peu davantage et je préfère ça. D'ailleurs, les enregistrements pour la plupart sont un peu plus longs, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc ouais, là, je suis un peu plus encore dedans cette fois-ci, je dirais. Je suis finalement quand même assez déçu du fait de l'Alien qui n'était du coup que une défaillance technique qui a été somme toute réparée assez rapidement et pour être franc je trouve que la chute n'a pas eu l'impact que j'aurais espéré, c'est à dire que ça a pas fait ah bah en fait c'était pas un alien, c'était juste un objet, et que en l'espace d'une phrase, mon cerveau tilt et fasse ah, ça a été plutôt je lis le truc et après deux trois phrases, ah oui d'accord, il y avait rien. Donc ça je trouve que ça tombe un peu comme un soufflet, je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, je trouve encore une fois l'idée globalement cool puisque faire stresser le personnage pour rien, je trouve ça aussi très intéressant, mais voilà. Après, on sait pas, je dis ça, j'en sais rien du tout, hein, je sais pas du tout de quoi est composé le texte, je vous le rappelle. Donc je me dis, si ça se trouve, il y a un truc quand même, et en fait ça passe comme s'il y avait rien, et dans 10 enregistrements, on va se rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose. Enfin bon bref, j'essaie peut-être de prévoir un peu sur le long terme, là j'en sais rien, mais c'est bien possible. Du coup au final, il n'y a pas eu ce dont je parlais en intro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop une structuration du texte, il n'y a pas le début d'une histoire, je trouve. C'est plus un récit de vie, quoi. Bah, c'est vraiment journal de bord, au sens journal de bord, au sens je raconte tout ce que je fais, etc. Si on le prend comme tel, c'est bien fait et c'est intéressant, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir une histoire, si on peut dire, plus scénarisée, entre guillemets, plus structurée, déboulée. Après, c'est pas exclu que ça arrive par la suite, parce qu'encore une fois, là, l'arrivée de la journaliste Slen, je trouve, laisse présager qu'il va peut-être y avoir une histoire suivie sur plusieurs enregistrements avec ce personnage. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécierais. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve que dans la description du quotidien, dans la description de la vie, dans le style journal de bord, je trouve que c'est bien fait. Mais maintenant qu'on a observé de manière isolée tout un tas de domaines, le loisir, l'agriculture, la solitude et ainsi de suite, j'ai hâte de voir si tout ça va s'axer autour d'un fil rouge, quoi. Donc voilà, c'est peut-être l'attente que j'aurai pour la suite du texte. Après, je sais pas du tout si c'est dans l'idée de l'auteur, je sais pas du tout si c'est ce qui nous est réservé pour la suite. Mais j'attends de voir la suite. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal du tout. La dernière fois, je trouvais ça sympathique. Là, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est-à-dire que, comme je le disais, ce soir, je monte un petit cran dans mon intérêt pour ce texte. Je le trouve vraiment sympa. Je vais changer le titre du live pour passer du coup à l'enregistrement numéro 33, si je dis pas de bêtises. Dites 33, n'est-ce pas? Hop. Après, encore une fois, hein, je suis tatillon, mais il y a des tout petits trucs, tout cons, qui changeaient, rendraient le texte beaucoup mieux. En fait, c'est con, mais dans n'importe quel texte, en tout cas moi personnellement ça me fait ça, dans n'importe quel texte, s'il y a une coquille, ça se voit direct. Et là, bon, je sais d'Imal que du coup, tu n'y as pas passé autant de temps de relecture que sur tes autres textes. Tu me l'avais dit. Et du coup, voilà, il y a peut-être quelques fautes qui t'ont échappé, mais c'est vrai qu'il y a quelques fautes d'orthographe de ci, de là. Notamment, j'ai vu le mot davantage, tu l'as très souvent écrit davantage, D apostrophe avantage, là où tu aurais dû écrire davantage en un seul mot. Après, il y a eu quelques moments où il y avait des fautes, mais c'était pas trop compliqué à déceler, et du coup je pouvais faire genre qu'il n'y avait pas de faute, entre guillemets. Il y a quelques phrases où j'ai bloqué parce qu'il y avait encore une fois un petit mot en trop dans la phrase qui n'allait pas. Je me rappelle qu'à un moment c'était écrit comme que.
alors que normalement c'était comme ce, nanina. C'était écrit genre comme que ce, nanina, je sais pas quoi. Et en fait c'était comme ce, il fallait, il fallait supprimer le que. Ça, à la limite, je t'en tiens pas à rigueur parce que c'est juste des fautes, des coquilles, voilà, c'est des choses que t'as laissé passer et qui, en relisant, seraient naturellement évincées, disons. Par contre, encore une fois, je titille, je tatille, je tatillonne, mais je trouve que ça apporterait vachement à la lecture que tu... bon alors je sais que t'as peut-être autre chose à foutre, mais que tu relises pour certaines phrases qui, qui gagneraient en clarté et du coup ton style gagnerait en fluidité parce que par moment, ça, en fait ça saute beaucoup aux yeux parce que le style est plutôt bon. Le style est plutôt bon et du coup parmi ce style qui est bon, d'un seul coup il y a une phrase où il y a des répétitions et ça c'est quelque chose que tu fais pas mal je trouve. Là dans la lecture que je viens de faire je pense que c'est arrivé 4-5 fois où il y a vraiment deux mots répétés limite coup sur coup et du coup ça casse un peu le rythme, ça casse un peu le rythme de la lecture, ça rend la lecture beaucoup moins fluide je trouve et en plus ça fait bugger le cerveau à moitié parce que du coup tu vois deux fois le même mot et tu te dis merde c'est moi qui ai mal lu, est-ce que j'ai mal mis les choses dans le mauvais ordre, est-ce que j'ai mélangé deux phrases. Euh, et aussi parce que du coup tu utilises le même mot pour faire lien à deux idées différentes. Tout à l'heure, tu avais une phrase, bah attends, je peux peut-être la retrouver celle-ci. Bah c'est l'une des phrases avec lesquelles j'ai arrêté. Je leur avais emmené, on m'emmena à mon hôtel. Genre, c'est dans la même phrase, ça fait je leur avais emmené, virgule, on m'emmena à mon hôtel. Et du coup, ça perturbe de fou qui est emmené, m'emmena, coup sur coup, parce que du coup on se dit, oula, attends, du coup, là, il parle de ses affaires, et là, il parle de lui, et là, c'est lui qui ramène ses affaires à machin, et là, c'est les autres qui le ramènent. Enfin, voilà, tu vois, ça perturbe un petit peu l'esprit, je trouve. Mais voilà, là, je chipote, hein, mais c'est des petites réflexions que je me suis faites au cours de la lecture. Comme d'ailleurs, une fois de temps en temps, une virgule qui soit devrait pas être là, mais en même temps, les virgules, ça peut être volontairement mis pour faire des blancs, etc. Donc, parfois, il y a des virgules à des endroits très spéciaux parce que l'auteur cherche à mettre un rythme très spécial. Donc ça, à la limite, c'est peut-être un choix de ta part. Par contre, à contrario, il y a des virgules qui devraient être là et qui parfois ne le sont pas. Ça, c'est encore plus rare, mais je sais que c'est arrivé ce soir. Il y a un moment où tu as fait une accumulation par juxtaposition. Bah, d'ailleurs, ça s'est entendu parce que j'ai mal dit la phrase. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si. Alors, je sais plus c'était quoi l'exemple, du coup ça va pas aller, mais c'est comme si je disais. C'est comme si t'avais dit. Je porte des vêtements. Euh, je porte des vêtements. Attends, j'essaie de retrouver ce qui se passait. C'était genre. Je porte des vêtements, des bottes, des manteaux. Je dis n'importe quoi. Et c'est comme si entre des vêtements et des bottes, t'avais pas mis de virgule. Du coup, j'ai commencé ma phrase en lisant comme s'il n'y avait pas de virgule, donc en me jetant vers l'avant, en mode euh, je portais des vêtements, des bottes, des machins. Et tu vois, vu qu'après il y a des virgules, bah après je change le rythme et je prends le coup de faire bien ressortir chaque proposition. Bon là l'exemple que je donne est un peu pas terrible, mais c'est très compliqué d'inventer un exemple comme ça, mais je sais que tout à l'heure c'est arrivé. Bref. En tout cas voilà, ça c'est des toutes petites remarques vraiment de chipotage, mais entre guillemets, c'est bon, je sais pas si je suis très placé pour donner des conseils, mais entre guillemets, ce serait mes conseils avec des gros guillemets que je pourrais te filer. Et sinon, bah, globalement, comme je le disais, j'ai plutôt bien apprécié cette première partie de lecture de ce soir. Donc j'ai hâte de voir la suite encore une fois. Et j'accueille avec plaisir sur ce live Jumpy et Zicto. Bonsoir à tous les deux, bonsoir, bienvenue sur ce live. J'avoue, Jumpy, t'es une enfoirée. Non, je rigole. Je t'aime, ma Jumpy. C'est très gentil d'être passé. C'est déjà très cool que tu aies cette détermination à venir autant en live. Donc, rien que pour ça, un énorme merci. Et du coup, oui, en effet, Industrias, c'est bien Dimal l'auteur. C'est bien Dimal, Damien Allemand. Donc, comme je le disais,
cette lecture est assez spéciale puisque c'est directement un viewer qui, en gros, si j'ai bien compris l'histoire, hein, il m'a un petit peu raconté, mais on n'est pas non plus rentré dans le détail, mais grosso modo, Dimal a vu mes lives et il s'est dit, j'avais le... Alors oui, voilà, il avait le projet de faire la lecture de son œuvre, mais il n'avait pas forcément le temps ou pas forcément l'envie, etc. Et du coup, il a vu mes lives et il s'est dit, je saute le pas. Du coup, il m'a envoyé un message en privé en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais, machin, et que ça lui ferait plaisir que je fasse la lecture. Et du coup, après, on est entré en discussion pour savoir les conditions, pour savoir si on le faisait, etc., etc. Et voilà. Voilà, maintenant c'est en train de se faire, tout simplement. Et pour le moment, ça se passe très bien. Pour le moment, je ne regrette pas. Au contraire, c'est vraiment cool. Nam, 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 nam. Et je pense qu'on va entamer la suite de la lecture sans plus attendre, chers amis. Putain, j'espère que ça se voit pas trop à la cam, mais ce soir, je sais pas ce que j'ai, je fais des postillons. Genre, c'est insane. Genre là, je suis le monstre du Loch Ness, les gars. Bien, on va se lancer du coup sur l'enregistrement numéro 33. Et on va continuer jusqu'à l'enregistrement 46. Enfin non, je vais lire jusqu'à l'enregistrement 45 inclus. Voilà. Et après on mettra fin au live. Hein. En fait c'est déjà la fin bientôt. Hein. Enfin dans 30 minutes en vrai on a un peu le temps mais... Qu'est-ce que j'allais dire encore? Faut vraiment que je change ma lampe qui a déjà plus de piles. C'est terrible. Je voulais dire quelque chose avant de reprendre la lecture. Ah oui, tout simplement que on en était à un moment qui m'intriguait en plus, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de contact humain, donc là on devrait avoir un peu de dialogue, chose qu'on n'a pas beaucoup eu depuis le début de la lecture, donc assez impatient de voir ça aussi. Et on va se lancer sans plus attendre, chers amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute Industrias, bonne écoute Zicto. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, je rappelle que grosso modo, on est avec un voyageur intergalactique dans l'espace. Et que là, il est en train de se poser après un voyage très long en solitaire en vaisseau spatial. Il est en train de se poser sur CL1, qui est la colonie humaine extrasolaire numéro 1, si j'ai bien compris tout. Donc voilà, là il va y avoir du contact humain. Après un long moment de solitude, on va voir ce que ça donne. Je suis parti, bonne écoute à tous. Enregistrement numéro 33, 21 juillet 2184. La journée d'après fut consacrée au repos. Grasse matinée, visite de musée, cuisine gastronomique locale. Ce n'est que le jour suivant qu'elle est réapparue. Levé tôt, je profitais du calme matinal pour prendre mon petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, quand Slen me surprit au milieu d'une dernière rêverie. « Bonjour ? » ?»« Oh, bonjour. Je peux m'asseoir ici ? » Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis resté à cet hôtel, le temps de terminer mes articles. Je m'apprête à retourner chez moi, à Klein. Klein ? Oui, c'est là où j'habite. CL1 est une colonie de plus de CL1 est une colonie de plus de 45 millions d'habitants, qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Ici, c'est la capitale, en quelque sorte. Moi, je viens de Klein, une cité à 350 kilomètres vers le sud. Je vois. Donc, vous repartez aujourd'hui ? Eh oui. Et vous ? Vous comptez faire quoi aujourd'hui ? Rien de prévu. Je pensais trouver un moyen de transport et visiter un peu les paysages. Je vous emmène. Comment ça ? Je vous fais visiter le pays. Ça vous dit ? Avec plaisir, mais je ne voudrais pas abuser. Si vous devez rentrer... Vous rigolez, j'ai tout mon temps. Et elle éclata de nouveau de son rire cristallin. C'est ainsi que j'eus le droit à une visite guidée des différentes cités environnantes, des cultures sous bulles, des paysages magnifiques sur lesquels encore aucune végétation n'était venue se greffer pour adoucir leurs arêtes tranchantes. Elle m'emmena goûter la gastronomie locale, dans un des meilleurs restaurants de la région. En fin d'après-midi, on se retrouva sur la plus belle plage que j'ai jamais vue. Couverte d'un sable gris argenté, elle était bordée par d'impressionnantes falaises blanches et noires. On s'assit là un moment. Juste équipé d'un respirateur d'appoint, on pouvait sentir le vent chargé d'embrun. Le doux mouvement des vagues était hypnotisant.
La mer semblait étrangement calme malgré un ciel noir qui menaçait à chaque instant de nous arroser d'une forte tempête. C'est probablement pour cela qu'il n'y avait là personne d'autre que nous. Elle posa sa tête sur mon épaule, je la laissai faire. Je pris sa main, elle me laissa faire. Le moment semblait magique, et j'aurais souhaité qu'il dure une éternité. Mais la menace qui pesait au-dessus de nos têtes ne tarda pas à se concrétiser, et bientôt un violent orage se déclencha. Comme on avait marché un peu sur la plage, on se trouvait suffisamment loin de notre appareil pour se retrouver complètement trempés avant d'y arriver. On rit tellement qu'il nous fallut bien 5 minutes avant de pouvoir être en mesure de décoller. De retour à l'hôtel, on fit ce que toute personne censée tremper jusqu'aux os aurait fait. On se déshabilla et on prit un bon bain chaud. Dans ma chambre, bien sûr, puisqu'elle avait déjà rendu ses clés. Comme dit la chanson, la suite serait délectable, malheureusement, je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Enregistrement numéro 34, 27 juillet 2184. Selene parvint à négocier quelques jours de congé, mais dut finalement repartir à Klein. Elle reviendrait le week-end suivant. Quant à moi, je ne pouvais pas la suivre car je devais réceptionner mes pièces et faire mes réparations. De plus, j'avais promis de participer à la cérémonie d'accueil des colons. Leur navette est arrivée hier. Depuis que la colonie existe, ce genre de débarquement, si unique et exceptionnel soit-il pour les arrivants, était devenu ici une vraie routine. Tout était planifié avant le départ. Chacun savait où il allait s'établir et le travail qu'il y ferait. Quand plusieurs dizaines de milliers de personnes débarquent ensemble dans un pareil, l'organisation est la clé pour éviter des incidents qui pourraient rapidement tourner à la catastrophe. Selene m'a laissé, mais je suis loin d'être seul pour autant. Outre les nombreuses activités relatives à la préparation de mon appareil, j'ai de nombreuses autres occupations. Elle m'a présenté plusieurs de ses amis avec qui nous allons, la journée, tester les différents sports terrestres et aquatiques que recèle cette planète, et la nuit, je découvre avec délice que les bars et les nightclubs proposent des bières et des alcools locaux, qui n'ont rien à envier à nos spiritueux terrestres. La colonie a encore ce parfum de nouveauté, qui la rend joyeuse et dynamique, tout en ayant le confort et la modernité d'une nation bien établie et bien développée. Je commence à prendre un tel goût à ce lieu que je vois venir avec inquiétude l'heure du départ. J'ai une cargaison à livrer sur CL3, et elle doit arriver avant le navire des colons. Si je ne pars pas d'ici 5 ou 6 jours, je risque fort d'être en retard. Et quand on voit ce qu'est le débarquement d'un vaisseau de colons, je ne peux pas me permettre d'être en retard, sans quoi ils auraient des problèmes. Dès demain, je commencerai à préparer mes affaires, comme ça, j'aurai plus de temps pour Selene, quand elle reviendra dans 3 jours. Enregistrement numéro 35, 1er août 2184. Mes valises sont prêtes. Je pars demain matin. Je m'offre une dernière nuit de sommeil dans un bon lit. Je pensais passer cette dernière nuit avec Selene, mais après qu'on eut passé le week-end ensemble, elle a préféré retourner chez elle ce soir. Elle n'aime pas les adieux. J'ai passé ces derniers jours à faire mes emplettes, nouvelles semences, produits frais, des carnets de dessin, beaucoup, du matériel de bricolage. J'ai récupéré mes nouvelles pièces de rechange et aidé des gars de l'usine, et changé toutes ces satanées plaques qui étaient mal conçues et menaçaient de partir dans mes circuits de recyclage. Tout était bouclé vendredi soir quand Selene est revenue. Week-end en amoureux, classique. Cet après-midi, on s'est retrouvés sur la même plage que l'autre fois. Le temps, bien que couvert, n'était pas aussi menaçant. Je ne pouvais détacher mon regard de l'horizon. Je crains d'avoir pris conscience que je ne serai jamais rien d'autre qu'un voyageur éternel. Pour le marin, la mer est sa maîtresse et l'horizon est sa maison. Pour moi, la galaxie est ma maîtresse et le vide spatial, ma maison. Tu vas revenir ? Je sais pas. Je pense, oui. Un jour. Ici, c'est bien. C'est pas le boulot qui manque. Je sais. Et puis, il y a moi. Je la regardais. Ses yeux verts étaient humides. Je mourais d'envie de l'embrasser, de lui promettre de rester avec elle pour toujours, mais je savais qu'au fond de moi, ce n'était pas vrai. Mon intuition me disait que je ne reviendrais jamais. Je ne sais pas encore pourquoi, mais depuis le début, je sais que c'est un voyage sans retour. Enregistrement numéro 36, 7 août 2184. Ça fait bientôt une semaine que j'ai quitté CL1 en direction de CL3. Je n'ai pas arrêté de songer à Selene. Je ne sais plus si mes croquis sont ceux de Delilah ou ceux de Selene. Avant de lancer le repli, j'ai longuement observé l'étoile cible vers laquelle je me rends. Petit point lumineux perdu dans l'espace. C'est comme ça que j'imagine Delilah.
Montée au ciel, elle ne doit être plus qu'un petit point perdu dans le vide obscur et froid, et moi je la cherche. J'ai mis du temps à me remettre à écrire. Je crois que si je suis parti de CL1, c'est avant tout parce que j'avais peur de me tromper d'étoile. J'avais peur que l'illusion de l'amour ne me fasse voir en Selene la Delilah que j'ai perdue. D'un autre côté, est-ce que je veux vraiment voyager indéfiniment? Il arrivera peut-être un jour où je me poserai dans un port pour ne plus jamais en repartir. Et pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre? Il me reste 3-4 semaines pour y réfléchir. Quand je serai sur CL3 et que j'aurai livré ma marchandise, plus rien ne m'obligera à repartir. J'aurai rempli le dernier contrat qui me lie à mes mécènes. Je pourrai toujours retourner sur CL1, retrouver Selene et y couler des jours heureux. Après tout, qui n'aspire pas à une vie stable et pleine de bonheur? Moi autant que les autres. Et pourtant, au fond de moi, il y a cette foutue intuition qui me dit que rien ne se passera comme ça, qu'il me faudra aller plus loin. D'une manière ou d'une autre, je devrais aller plus loin, toujours plus loin. Jamais je ne pourrai revenir en arrière. Pourquoi? Je ne le sais pas encore. J'en suis presque certain. Non, j'en suis parfaitement certain. Enregistrement numéro 37, 15 août 2184. Après 2 semaines de repli, j'aimerais pouvoir dire que le voyage a repris son train-train quotidien. Mais des passagers clandestins ont fait leur apparition. J'ai trouvé une poignée d'insectes dans les fruits ramenés de CL1. Je me suis empressé de les éradiquer avec les moyens du bord. Mais depuis, je passe des heures à surveiller mes plantations. J'ai même réservé un drone d'Amar à cette tâche. Il ne fait rien d'autre que d'inspecter les plantations et les réserves alimentaires à la recherche du moindre mouvement suspect. N'ayant plus rien observé depuis 4 jours, j'imagine que je suis parvenu à en venir à bout. La conséquence en est que je ne fais presque rien d'autre à part un peu de sport. Dès demain, je vais arrêter ces observations et reprendre mes opérations de révision de l'appareil. Il ne faudrait pas qu'une poignée de ces petites bêtes ne me mette en échec, en détournant mon attention d'une panne majeure qui couvrait dans un tuyau ou dans les rouages d'une machine. Enregistrement numéro 38, 20 août 2184. La routine a vraiment repris son cours. Je suis de nouveau l'explorateur solitaire qui traverse l'espace à la recherche d'une frontière qu'il ne trouvera jamais. Je fais du sport intensément, tous les jours. Je cuisine, je regarde des films, j'inspecte mes machineries dans les moindres détails, je joue aux dames, aux échecs et au go avec Amar. J'ai parfois l'impression d'avoir vraiment mis Selene et CL1 derrière moi, mais à chaque fois que je sors de la salle de sport, je réalise que je n'ai toujours pas retouché au simulateur de natation sous-marine. Elle est toujours un peu là, et j'ai tellement peur de m'y attacher que je fais tout pour l'éviter. De temps en temps, je regarde des vieilles photos, des photos de moi et des lilas. J'y ai rajouté des photos de Selene. Il ne me reste que 2 semaines avant d'arriver à CL3, et je n'ai toujours pas pris ma décision. Par moments, je me complais dans mon rôle d'explorateur solitaire, fier de moi, fier de ce que j'accomplis, imaginant découvrir ce que personne n'a jamais découvert, inscrivant mon nom dans les livres d'histoire. Mais à d'autres moments, je me demande si ce rêve n'est pas que la recherche d'une admiration futile de la part des autres, et que le véritable accomplissement serait plutôt de penser à moi, à ce que je veux vraiment. Suis-je parti pour les autres? Pour fuir quelque chose? Pour chercher quelque chose, quelqu'un? En mon fort intérieur, je me dis que je suis parti pour chercher des lilas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La recherche d'une étoile lointaine qui abriterait le paradis? Dans ce cas, je me dois de continuer droit devant et chercher éternellement. Ou la recherche d'un autre amour? Dans ce cas, je dois faire demi-tour et retrouver Selene. Enregistrement numéro 39, 29 août 2184. Retour à la normale dans 3 jours. Sur l'écran de mon poste de commande où je simule les étoiles qui m'environnent, le soleil de CL3 se distingue maintenant bien des autres étoiles sous la forme d'un petit disque brillant parfaitement au milieu. Les nouvelles pièces sont de bien meilleure qualité. Je ne constate aucun signe d'usure ni de début de détachement. Je refais un tour dans l'appareil pour vérifier la cargaison, les livraisons depuis la Terre, celles depuis CL1. Plus aucun insecte n'a montré le bout de son nez. Le risque de contamination est donc écarté. J'intensifie mes séances de sport, car si la planète de CL1 était légèrement plus petite que la Terre, CL3 en revanche est un peu plus grande, donc la gravité y est plus élevée. Il me faut donc être musculairement au maximum de mon niveau, pour minimiser les risques d'usure et de fatigue. Je me suis juré, demain je reprends les séances de natation. Il n'y a que ça qui puisse me garantir un maximum d'équilibre musculaire. Enregistrement numéro 40,
7 septembre 2184. Je suis arrivé sur CL3 il y a 3 jours. Bien qu'établie depuis quelques décennies déjà, la colonie est encore peu évoluée. Ils vivent encore dans le système des modules préfabriqués interconnectés. Ils ont commencé la construction de leur premier dôme, il y a seulement 2 ans. Le premier devrait se terminer l'année prochaine. Outre la multitude des petits bâtiments interconnectés qui se propageaient à la surface comme une procession de fourmis, le paysage n'était que des déserts de rocs bordés par les océans. Des montagnes sortaient des ruisseaux, qui devenaient des torrents, des rivières, et enfin des fleuves, s'écoulant calmement vers leur destination finale dans une des mers. Contrairement à la Terre, un peu plus de la moitié de la surface de CL3 était recouvert de terre émergée, tant et si bien qu'il était difficile de dire s'il s'agissait, comme sur Terre, de continents entourés d'eau ou de mers intérieures gigantesques. Avec une population d'environ 1 million de personnes, dont un quart est une première génération née sur place, CL3 se répartit sur 2 sites éloignés de quelques centaines de kilomètres, au bord de 2 fleuves. La première cité, qu'ils appellent Origine, se trouve au pied d'une magnifique chaîne de montagnes, dont les sommets couverts de neiges éternelles culminent à plus de 8000 mètres. À l'opposé de ces montagnes, la ville donne directement sur l'océan, dans lequel de grosses usines automatisées déversent des quantités colossales de microalgues, dans l'espoir de faire chuter rapidement le taux élevé de gaz carbonique présent dans l'atmosphère. L'activité volcanique est encore importante sur la planète, et la nuit, on peut sans peine distinguer le rougeoiement de volcans lointains qui illuminent tout l'horizon. Si la vie y est moins confortable que sur CL1, les Clitridiens n'ont pas manqué de développer de nombreux loisirs allant des sports aquatiques aux sports de glisse sur les sommets enneigés. Les nightclubs, théâtres et cinémas n'ont pas non plus été oubliés. Toutefois, les habitants d'ici, étant d'un abord un peu plus froid que les Clisuniens, je ne me suis pas fait beaucoup de relations. Quelques amis avec qui sortir le soir, tout au plus. Travaillant beaucoup la journée, ils me laissent seul me débrouiller. Demain, on doit accueillir une navette de colons en provenance de la Terre. Après, je devrais décider si je continue, ou si je retourne vers CL1. Enregistrement numéro 41, 8 septembre 2184. Bienvenue à CL3. Vous avez choisi de nous rejoindre pour construire ensemble notre magnifique colonie qui a récemment entamé une nouvelle phase dans son évolution en construisant des dômes. Vous allez... bla bla bla. Un long discours ennuyeux à mourir. Il dura plus de 20 minutes. Les passagers semblaient bien fatigués de ce long voyage pour pouvoir suivre un tel discours. Je fis de mon mieux pour leur souhaiter la bienvenue et les encourager à s'installer ici au plus vite. À la fin de la cérémonie, je me posais encore la question de retourner vers CL1 quand le gouverneur me prit à part. J'eus peur qu'il me propose de rester ici. Monsieur Kern, puis-je vous parler un instant? Appelez-moi Balt, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas donné du monsieur. Écoutez-moi, Balt, je sais que vous avez vos plans, mais on aurait bien besoin de votre aide. Effectivement, j'ai mes plans, mais dites toujours. Je le voyais gros comme une montagne, qu'il allait me demander de rester donner un coup de main. Mais ce qu'il me demanda était tout autre. On s'inquiète pour CL6. Vous connaissez CL6? Oui, j'en ai entendu parler. C'est la dernière colonie à s'être établie. Ils ne sont qu'à quelques semaines d'ici, en repli, donc on les aide beaucoup à se développer. On échange régulièrement avec eux par courrier rapide, environ toutes les 2 semaines. Mais là, ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Depuis leur dernier message, on leur a envoyé 2 courriers, mais n'avons reçu aucune réponse. Alors, on envisageait d'envoyer une équipe sur place pour aller y voir, mais on se disait que vous y seriez plus rapidement. Si ça ne vous fait pas faire un trop long détour, bien sûr. Oui, je pense que ça doit pouvoir se faire. Ce n'est pas la direction que j'avais prévue, mais celle-là ou une autre. Je me mentais honteusement à moi-même. D'un côté, je mourais d'envie de faire demi-tour vers CL1, et d'un autre, le destin m'offrait le prétexte attendu pour aller de l'avant. Mais que disait le dernier message que vous avez reçu d'eux? Oh, pas grand-chose d'extraordinaire. Il mentionnait une panne dans un système d'alimentation secondaire, demandait quelques pièces de rechange supplémentaires au cas où. Pour l'anecdote, il parlait aussi d'un corps céleste, astéroïde ou comète, qu'ils avaient vu approcher, et qu'ils auraient aimé prendre le temps d'observer, mais ils étaient trop occupés avec la mise en place des différents systèmes et les quelques pannes mineures qu'ils avaient à réparer. Ils ont peut-être quelques soucis qui les empêchent de communiquer. Sans doute rien de grave, sinon ils auraient envoyé un courrier SOS, non? Oui, sur les colonies, on a un système automatique préprogrammé qui envoie un appel à l'aide aux colonies les plus proches et à la Terre, en cas de problème.
Bien. Quand part votre navette? Cet après-midi. Quand pouvez-vous partir? En fait, j'avais déjà préparé le Columbus. Je comptais partir aujourd'hui. Combien de temps pensez-vous pouvoir mettre? Notre navette prévoit 4 semaines. Si vos courriers mettent 2 semaines, un peu moins, et votre navette 4, je pense que je peux le faire en 2 ou 3 semaines. Enregistrement numéro 42, 10 septembre 2184. Me voilà de nouveau dans l'obscurité la plus totale. Aucune étoile autour de moi, fonçant vers ce qui est la dernière frontière de l'Empire humain, et par là même, rajoutant un peu plus de distance entre moi et Selene. Peut-être en revanche je me rapproche de l'étoile de Delilah. Les télescopes sur CL3 n'étant pas assez puissants pour observer CL6, il n'y avait pas moyen d'en savoir plus sur ce qu'il se passait là-bas. Leur étoile ne présentait aucune anomalie, pas d'éruption hors norme, pas de trou noir, de supernova ni de pulsar dans le coin. Leur silence est donc une énigme. Je suppose qu'il n'y a rien de grave. Peut-être sont-ils bloqués dans leur module de survie. Ils n'auraient pas réussi à enclencher leur signaux de détresse. Ou alors, ils ont bien envoyé un courrier rapide, mais celui-ci a connu une défaillance quelconque et n'est jamais arrivé. Quand on est tout seul, comme ça dans le vide spatial, on ne peut empêcher son imagination de concevoir toutes sortes d'idées plus ou moins tordues. Je m'efforce d'y mettre des garde-fous, pour éviter de ne sombrer dans une quelconque folie irrationnelle, comme cela m'est arrivé au début de mon voyage. Il m'est revenu en mémoire un vieux film de science-fiction dans lequel des astronautes se retrouvaient sur une planète habitée par des monstres qui ne sortaient que la nuit qui n'arrivait que très rarement du fait du double soleil qui les éclairait. Bien entendu, il avait fallu qu'ils débarquent peu de temps avant une éclipse. Bien sûr, il a fallu que ce vieux film me revienne en mémoire maintenant. Je me presse donc de le mettre de côté, et de ne garder en tête que des scénarios logiques et rationnels, occupant au plus mon esprit à d'autres activités que la rumination. Cela dit, Amar m'a encore battu aux échecs. La chance du débutant, sans doute. Enregistrement numéro 43. 22 septembre 2184. Je viens de sortir du mode replié. J'ai envoyé plusieurs messages à CL6. À la distance à laquelle je suis sorti, il ne devrait mettre que quelques minutes pour leur parvenir. Or, plusieurs heures après, je n'ai aucune réponse. J'ai allumé tous les capteurs du Columbus à la recherche du moindre signal, du moindre objet. J'ai immédiatement repéré le dernier courrier rapide en provenance de CL3. Il est en orbite autour de la planète, mais n'a apparemment pas atterri, probablement parce qu'il ne recevait pas la balise de la colonie. Au fur et à mesure que je m'approche, je continue de balayer les environs. À chaque fois que l'ordinateur repère quelque chose qui n'est pas sur ma carte, il le signale et m'envoie des photos détaillées de l'objet en question. À ce rythme-là, j'aurai bientôt la carte détaillée de tous les astéroïdes du système et de tous les détritus divers, morceaux de comètes, sondes et satellites abandonnés par les missions d'exploration. Je devrais arriver d'ici une trentaine d'heures. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour leur venir en aide, si tant est que je puisse leur apporter la moindre aide avec les moyens du bord. Enregistrement numéro 44. 24 septembre 2184. Je suis arrivé sur CL6 depuis une douzaine d'heures. Ce que j'y ai vu me dépasse. J'ai exploré minutieusement toute la colonie, ou plutôt ce qu'il en reste. La plupart des modules d'habitation étaient complètement détruits. J'ai d'abord pensé à une pluie de météorites, mais trop d'indices contredisent cette théorie. Les impacts ciblaient précisément les modules. Aucun autre impact sur le sol autour. Les impacts n'ont pas laissé de cratères et je n'ai trouvé aucun débris météoritique. J'ai ensuite examiné les deux modules encore entiers. Ils étaient intacts. Les portes des sas étaient ouvertes s'ils étaient vides. Le sas avait été ouvert manuellement. A priori, il n'avait plus de courant quand ils sont sortis. Les modules d'alimentation avaient été détruits. J'ai essayé de suivre les traces dans la poussière du sol, mais c'était très confus. Avec tous les allées et venues qu'ils ont dû faire depuis leur installation ici, il m'était impossible de distinguer ce qui pouvaient être les traces les plus récentes des plus anciennes. Mais j'imagine qu'ils ont dû essayer de se diriger soit vers les appareils terrestres, soit vers l'unique navette qui n'était pas dans le hangar, celui-ci ayant été détruit. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été à leur place. J'ai donc suivi ces deux pistes. En allant vers leur navette, je n'ai rien vu. J'ai pu y entrer. Elle était opérationnelle, mais vide. D'après l'ordinateur de bord, elle n'avait pas été utilisée depuis plus d'un mois, et les derniers enregistrements ne disaient rien d'anormal. J'ai suivi l'autre piste,
et suis allé vers les véhicules terrestres. Là, j'ai fait une macabre découverte. Un bras humain, encore dans sa combinaison. Il n'y avait pas grand-chose d'autre si ce n'est des bouts de combinaison et de chair humaine éparpillés sur une grande distance. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour ne pas vomir, car vomir dans ma combi aurait été un gros problème. J'ai examiné les différents véhicules, mais n'ai trouvé aucun autre indice sur ce qu'il a pu se passer. Je me suis dit que certains avaient peut-être pu fuir, soit grâce à un véhicule, soit grâce à une navette, ne sachant pas de combien ils disposaient au départ. J'ai donc redécollé et examiné les environs. J'ai repéré ce qui aurait pu constituer des caches idéales, de proches anfractuosités creusées par des rivières souterraines, mais n'y ai rien trouvé. S'ils ont réussi à quitter la planète, où pourraient-ils bien être allés? Peut-être va-t-on les voir ressurgir d'un repli vers l'une de nos colonies ou vers la Terre. Peut-être sont-ils cachés quelque part dans ce système. Dans le doute, j'ai envoyé un signal dans toutes les directions pour les appeler. Mais pour éviter de me faire éventuellement repérer par le danger qui les a frappés, je me suis posé dans les creux d'un gros astéroïde d'où je peux, par intermittence selon sa rotation, surveiller ce qu'il se passe sur cette planète. S'ils se manifestent, je pourrai rapidement les repérer. J'essaie de ne pas tomber dans l'irrationnel, mais il m'est difficile d'écarter l'hypothèse que ce qui les a frappés était doué d'une certaine intelligence, et que cette intelligence n'était pas humaine, car je ne crois pas connaître d'armes humaines capables d'une telle puissance et d'une telle précision à la fois. Avant de quitter la planète, j'ai envoyé un courrier rapide avec ce que j'ai observé, vidéo à l'appui, vers CL3. Quant à moi, je vais attendre, caché ici quelque temps. J'aviserai dans quelques jours. Enregistrement numéro 45, 25 septembre 2184. Cela fait une vingtaine d'heures que je suis caché ici, et je n'ai rien vu du côté de CL6. En revanche, je capte par intermittence un étrange signal hertzien. J'ai cru au début à un quasar, mais le signal est trop complexe pour être naturel. J'ai pensé à du bruit, mais le signal est très stable. Il reste identique à lui-même depuis la première réception sans la moindre variation. Je vais me déplacer pour essayer par triangulation d'en localiser l'origine. Et je mets fin à la lecture d'aujourd'hui. On s'arrête donc sur cet enregistrement, l'enregistrement numéro 45. Et nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Du coup, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, Matt. En tout cas, bonsoir. Et en effet, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien depuis le temps, d'ailleurs. Ok. J'aime bien. J'aime beaucoup l'orientation que commence à prendre cette suite. Cool. Je pense que j'ai beaucoup préféré... beaucoup préféré. Je pense que j'ai vraiment mieux aimé la lecture de ce soir que la première lecture, parce que comme je le disais, je trouve que ce soir on est allé beaucoup plus en profondeur dans chaque sujet qui était abordé. Et d'ailleurs, on a vu autant de domaines et de sujets variés, différents, variés du quotidien que la dernière fois. C'est juste que la dernière fois c'était un peu plus survolé, là on commence à entrer plus dans chaque sujet, comme je le disais. Cette petite embardée sur la colonie CL1, j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi. Sur tout ce qui va être la manière d'imaginer comment une colonie humaine peut s'implémenter sur une planète, puis se développer, les processus à respecter pour le développement de ces colonies, etc. Même des trucs un petit peu plus fun fact, mais ce délire de mettre des prénoms un peu originaux pour différencier entre guillemets des prénoms terriens, ou ce truc de on vit tellement les uns sur les autres qu'on n'a plus de pudeur. C'est plein de petits détails, mais tous ces petits détails servent à former une grande fresque qui nous laisse imaginer un futur possible. Donc sur cet aspect d'imaginer un futur, je trouve ça très bien joué, très bien amené. Et il y a plein d'idées intéressantes de ci de là. Là, du fait qu'on aille un peu plus en détail dans chaque sujet, la dernière fois, j'avais peut-être tendance à penser que il y avait trop de phrases
comment dire, de phrases vitrines. Il y avait trop de phrases qui faisaient information scientifique au milieu du truc, un petit peu pour justifier, pour dire ah bah regardez enfin regardez mon futur possible est possible parce que telle information scientifique je la connais et je vous la glisse là. Et c'était peut-être un peu trop, voilà, c'était un petit peu trop tape à l'œil entre guillemets la dernière fois, mais c'était justement, je pense, du fait qu'on s'attardait pas beaucoup sur les sujets. Alors que là aujourd'hui, je trouve que c'était beaucoup plus dissimulé, beaucoup plus, comment on appelle ça, beaucoup plus élégant, beaucoup plus discret, et du coup que ça avait beaucoup plus d'impact en fait, parce que là du coup on se laisse vraiment avoir par le rôle entre guillemets du narrateur guide. Donc ça marchait bien mieux parce que c'était comment dire, parce que c'était pas ce qu'il y avait en substance le plus, mais c'était juste derrière la narration, et je préfère l'information qui sert la narration que la narration qui sert l'information. Après ça sera du goût de chacun bien sûr, mais du coup je trouve que c'est mieux équilibré en tout cas pour mes goûts sur cette deuxième partie. Le tout petit reproche que je ferais sur cette deuxième partie de lecture du soir, c'est peut-être le côté... En fait, c'est un reproche qui n'est même pas forcément valide, parce qu'encore une fois, ça dépend des goûts. C'est juste que je trouve l'histoire d'amour pas... Enfin, tout ce qui se rattache à de la romance, j'avoue que je suis pas subjugué. Je trouve pas ça très novateur, ou voilà, je trouve que c'est de la romance assez basique qu'on pourrait voir un peu partout. Et déjà de base, le sujet de la romance, c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse à lire, pour être franc. Donc voilà, c'est sûrement aussi pour ça que j'ai du mal à apprécier ces passages. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins, à ceci près de la problématique qui là me parle beaucoup plus. Comme dans la chanson de Renaud, n'est-ce pas? Enfin, la chanson de Renaud. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé hier dans le live, c'est bizarre. Enfin, bref. Pas chanson de Renaud à la base, mais le fameux ICO. Avec, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Enfin bon, bref. Ce délire de questionnement de, bah en fait, est-ce que je peux vraiment me mettre en couple, ou est-ce que j'ai pas tellement envie de liberté que, entre guillemets, je suis interdit de relations sentimentales. Ça, je trouve que c'est une problématique intéressante. Après, c'est peut-être une problématique intéressante pour moi, parce que personnellement, ça me fait penser à ma life IRL. mais ouais, ce genre de réflexion, pour le coup, amenée par la romance, me plaise un petit peu davantage. Et il continue à y avoir pas mal de réflexions comme ça, un petit peu, soit sur la morale, soit sur la métaphysique, soit sur la philosophie, au détour de certains paragraphes qui sont très cool. Donc ouais, franchement, très sympa. Ça y est, j'ai retrouvé le bémol pour moi de cette seconde partie. Le gros bémol pour moi dans cette seconde partie, c'est je ne comprends pas. Enfin, en fait, ça me paraît trop gros. Alors, je vais expliquer un truc. En gros, vous savez peut-être que il y a un concept en littérature qui est que, en littérature ou dans toute œuvre de fiction, qui est... Il faut que je retrouve le terme exact, sinon ça va pas être facile à expliquer. C'est la suspension de crédulité. La suspension consentie de crédulité. Attendez, je vais rechercher sur internet, comme ça je vais voir le terme exact et je vais pas dire de la merde. Suspension consentie d'incrédulité, voilà, c'est ça. La suspension consentie d'incrédulité. En gros, c'est le truc un petit peu, c'est le pacte entre le lecteur et l'auteur qui fait que même si vous allez dire des trucs qui sont absurdes pour le monde réel, dans votre fiction, ça va marcher. Et du coup, s'il y a quelque chose qui semble tellement gros que ça semble bafouer les règles de votre propre fiction, et bah du coup ça saute aux yeux du lecteur et ça le sort complètement de l'univers. Et on se dit,
L'univers est pas cohérent, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est ça la suspension consentie d'incrédulité, c'est le lecteur qui accepte de dire bon, ok, je suis d'accord que dans ton univers il va y avoir des trucs un petit peu loufoques, un petit peu pas réalistes, mais qui ont une logique dans ton univers et qui peuvent se justifier dans ton univers. Par contre, malheureusement, en tout cas à mon goût, je trouve que c'est un petit peu brisé cette suspension d'incrédulité, puisque justement il y a un truc que je trouve pas très cohérent à un moment. Donc peut-être qu'on aura une réponse de Dimal en commentaire sur la vidéo YouTube, je ne sais pas, mais il y a un truc que je trouve un petit peu incohérent, c'est les gars, ils font des colonies extrasolaires ultra développées, etc. En tout cas, CL1 très développée, CL6 pas encore, mais bon. Faut quand même, pour faire ça, faut quand même avoir une certaine technologie, etc., etc. Du coup, le truc que je ne comprends pas et que je trouve pas logique, que je trouve pas cohérent, c'est de se dire que sur CL6, ils ont un vaisseau qui met 4 semaines. Non, sur CL3, ils ont un vaisseau qui met 4 semaines à aller sur CL6. Alors que le Columbus qui a été construit par un mec dans son jardin est capable d'y aller en 2-3 semaines. Ça j'avoue que je trouve ça un petit peu dérangeant. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a une justification de la part de Dimal, mais moi j'avoue que ça me paraît très surprenant et ça me paraît pas cohérent. CL6, enfin, voilà, c'est la dernière colonie humaine la plus éloignée, c'est censé être entre guillemets la pointe de la technologie, le fleuron de l'humanité. Et il y a un mec qui a construit un vaisseau gigantesque dans son jardin qui est capable d'aller plus vite que les vaisseaux de celle-ci. Enfin, ça je sais pas. Ou bien c'est moi qui interprète mal la chose, c'est moi qui comprends mal le passage peut-être, ou bien qui ai compris mal la construction du Columbus. Mais ouais, là c'est le seul petit truc qui m'a vraiment chiffonné pendant la lecture où j'étais vraiment... Ça me paraît pas crédible. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, à part cela, j'ai tout trouvé très cool. Je trouve ça très cool que justement on commence à partir dans quelque chose d'un peu plus scénarisé et d'un peu plus fil rouge. Donc toute l'histoire avec Slen, c'est vachement sympa. En fait, là, ce que j'aime, c'est qu'on s'appesantit de plus en plus d'escale en escale et qu'on commence vraiment à avoir un fil rouge. Et ce délire de tant que vous êtes sur la route, vous voulez pas aller voir parce qu'il y a un problème. Pareil, j'avoue que je trouve ça un peu gros que les gens lui demandent ça, mais admettons. Mais du coup, ça invite à une histoire qui me donne bien envie, puisque là, pour le coup, je suis très curieux de savoir encore une fois s'il va y avoir la suspicion d'une présence alien. Parce que là, du coup, on nous dit qu'il y a des dégâts infaisables par la technologie humaine, etc. etc. Donc j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qui s'est passé sur cette colonie. J'espère que ça va s'emballer. Mais en même temps, pour le moment, je trouve la lecture très très agréable. Donc, c'est tout bon. Sur ce, je vais arrêter le live sans plus tarder, chers amis. Faudrait vraiment que je change de pile, mais je n'en ai plus et je pourrais pas en changer avant quelques jours du coup. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains rendez-vous. Les rendez-vous à suivre, ça sera donc dimanche à 21h, un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec la nouvelle Nocturnelle liée au champion Maokai. Je répète que... Enfin, je l'ai pas dit, je crois. Mais je vous informe qu'il n'y aura pas demain de publication sur l'Instagram La Mère des Voleurs, puisque j'ai publié en début de semaine la 13e et dernière partie de cette fiction, donc enfin de ce premier acte. Donc voilà, là il va y avoir quelques temps sans nouveauté sur l'Instagram La Mère des Voleurs, le temps qu'on refasse des photos, qu'on réécrive des histoires, etc. etc. Ensuite, on se retrouvera mardi pour la suite et fin de la lecture de la première saison de Columbus. Et enfin, on se retrouve mercredi. Mercredi, gros rendez-vous, puisque de 13h à 16h, et on va certainement dépasser jusqu'à peut-être 17-18, je pense. En tout cas, mercredi, 13h-16h, gros rendez-vous,
puisqu'on va essayer de faire la dernière fable du flibustier en solo, les Shores of Gold, et je le répète, la dernière fable des flibustiers, voilà, elle est sa mère bien, elle vaut, je vais pas dire qu'elle vaut les 8 premières, mais elle est vraiment plus consistante, il y a vraiment plus d'étapes et il y a vraiment du waouh, tu es trop bien. Donc de l'émerveillement, voilà. Donc je vous attends. En plus, on découvrira la nouvelle cutscene parce que je l'ai pas encore vu la nouvelle cutscene. Bref, j'ai vraiment hâte d'être mercredi. J'ai trop envie de jouer à Sea of Thieves. C'est terrible, ce jeu me hante. Je vois tous vos messages, chers amis, Industria Zicto. Wow, vous êtes gentils, vous êtes gentils. Mais je vais vraiment mettre fin au live. Je vous remercie les gars d'être passés, Zicto Industria, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont passés, Matt, Jumpy, Dimal. C'est fort gentil de votre part. Et je vais vous dire bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye.